Bonsoir, il est 21h45 à Paris, 1h de moins à Alger, c'est l'heure du Journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus à la une dans cette édition. Les Algériens se sont rendus aux urnes aujourd'hui pour une élection présidentielle jouée d'avance. L'image du jour, c'est le sortant Abdelaziz Bouteflika qui votait en chaise roulante dans un bureau d'Alger. Il est quasiment assuré d'être réélu. On en parlera avec notre envoyé spécial Karim Akiki dans un instant. Il y aura bien un procès. Karim Wade, le fils de l'ancien président sénégalais, sera renvoyé devant les juges dans 2 mois. Il est accusé d'avoir accumulé illégalement une fortune estimée à plus d'1 milliard d'euros. Et puis la sélection du prochain festival de Cannes. 2 films africains sont en compétition. Run revient sur 10 ans de crise en Côte d'Ivoire. Et puis on parlera du dernier film d'Abderrahmane Sissako, Timbuktu, le chant des oiseaux. Avec notre invité, ce sera en fin de journal. Et on commence d'ailleurs cette édition non loin de Tombouctou, au Nord-Mali, où ont été libérés aujourd'hui 5 travailleurs humanitaires enlevés en février dernier. 4 d'entre eux étaient des employés du Comité international de la Croix-Rouge. Les présidences françaises et maliennes ont annoncé leur libération à la suite d'une intervention de l'armée française contre des groupes terroristes. Karim Wade sera bel et bien jugé pour enrichissement illicite. Le procès devrait démarrer dans 2 mois. Le fils de l'ancien président sénégalais, qui est toujours en détention provisoire, a toujours nié les faits qui lui étaient reprochés. Karim Wade sera jugé en juin prochain. L'arrêt de renvoi rendu par la commission d'instruction est conforme au réquisitoire du procureur spécial près la Cour de répression de l'enrichissement illicite. La décision a été notifiée à l'avocat du fils de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade. Il la dénonce. Nous sommes scandalisés par cette manipulation, cette machination et cette manipulation de la justice en vue d'un règlement de compte personnel. Cela fait 1 an jour pour jour que Karim Wade est en prison. Il se considère comme l'otage politique des nouvelles autorités du Sénégal. Celui que les Sénégalais avaient surnommé ministre du ciel, de la terre et de la mer est poursuivi pour enrichissement illicite et corruption. Sa fortune, estimée dans un premier temps à près de 800 milliards de francs CFA, a été ramenée à 300 milliards de francs CFA, environ 450 millions d'euros. Le renvoi devant le tribunal du fils de l'ancien président Wade est très commenté dans les rues de Dakar. Il y a un problème politique à l'intérieur. Et personne, on essaie de nier ça, mais c'est quelque chose de réel. Ce n'est pas de la politique. Si on dit le tribunal, c'est la justice. Donc la vérité va éclater. Karim Wade sera jugé dans 2 mois avec d'autres prévenus dont le nombre n'a pas été précisé. La commission d'instruction aurait prononcé un non-lieu pour 2 proches de Karim Wade qui avaient été inculpés et écroués pour complicité. Et l'actualité ce jeudi, c'est bien sûr l'élection présidentielle en Algérie. Les bureaux de vote sont fermés dans le pays. Certains sont restés ouverts un peu plus longtemps que prévu. Le dépouillement est actuellement en cours. Mais pas de suspense autour des résultats. Le président sortant, Abdelaziz Bouteflika, devrait rempiler pour un 4e mandat consécutif. Et ce, malgré son état de santé qui ne lui a pas permis de faire campagne. Son principal opposant, Ali Benflis, met en garde contre une fraude massive. On retrouve notre envoyé spécial à Alger, Karim Akiki. Karim, est-ce que la participation était au rendez-vous aujourd'hui ? Écoutez, non, les Algériens ne se sont pas du tout déplacés massivement vers les urnes. On était ce matin en début d'ouverture des bureaux de vote à partir de 8h. Il n'y avait pas foule et puis nous sommes restés jusqu'à midi. Je peux vous dire que les Algériens sont à la fois partagés entre fatalisme et résignation. Fatalisme parce qu'ils ont l'impression effectivement que les jeux sont faits à partir du moment qu'un président en place se présente. Ça n'est jamais arrivé dans un pays arabe qu'un président sortant n'est pas réélu. Donc ils ont l'impression que les jeux étaient déjà fait d'avance, et puis résignation également parce que la campagne électorale a été faite presque sans les thèmes essentiels des problèmes de l'Algérie n'ont pas été évoqués, comme les problèmes économiques, le chômage des jeunes ou encore l'immobilier. C'est une campagne qui a été confisquée, m'a confié un jeune. Je vous rappelle qu'ici en Algérie, les 2/3 de la population a moins de 30 ans, les jeunes ont complètement fui les urnes. Je peux vous dire que c'est à l'image de la campagne que nous avons suivie ici. Les Algériens ont regardé la campagne comme une caravane qui passe. Et l'image du jour, c'est le président Abdelaziz Bouteflika qui a voté en feuille roulante, une image qui passe en boucle en Algérie.
Exactement, les Algériens sont médusés devant cette image. Il faut dire que c'est une première apparition d'Abdelaziz Bouteflika. Nous ne l'avions pas vu. Il avait adressé quelques messages aux Algériens pour les exhorter justement à aller voter. Et puis on a eu deux réactions. Les Algériens nous ont dit spontanément c'est une honte de voir un président voter sur un fauteuil roulant, se déplaçant ainsi. Et puis les partisans d'Abdelaziz Bouteflika, eux, disaient non, au contraire, c'est la force du président, c'est un président malade, mais qui assume ses responsabilités. Il y a eu d'autres présidents, d'autres cas dans d'autres pays où des présidents malades étaient toujours en fonction. En tout cas, cette image captive les Algériens. Ils se la repassent en boucle et en boucle pour guetter les moindres signes d'état de santé d'Abdelaziz Bouteflika. Une chose est sûre, Cyril, c'est que le président va mieux. Et rapidement, quand est-ce qu'on attend les résultats ? Écoutez, incessamment sous peu, les walis, les préfets de toutes les régions d'Algérie ont pour consigne de faire remonter les votes, les dépouillements. Les résultats des dépouillements, on devrait les avoir à partir de 23h. Karim Akiki, notre envoyé spécial à Alger, merci beaucoup. Une autre élection présidentielle, cette fois-ci en Guinée-Bissau, où la participation a atteint un taux exceptionnel de 80%. Les Bissau-Guinéens ont été nombreux à soutenir le parti historique de la guerre d'indépendance. Son candidat, José Mario Vaz, affrontera au second tour Nuno Gomes Nabiam, soutenu lui par l'armée. Le récit de Nicolas Germain. Le favori José Mario Vaz fait la course en tête. Cet ancien ministre des Finances obtient plus de 40% des voix. Il représente le PAIGC, le principal parti du pays, celui qui s'est battu pour l'indépendance en 1974 face aux colonisateurs portugais. Au second tour, qui devrait avoir lieu au mois prochain, il affrontera Nuno Gomes Nabiam, qui a le soutien de l'armée. 25% des électeurs ont voté pour cet ancien directeur de l'aviation civile. Après la bonne tenue des élections, le bloc régional de la CEDEAO a demandé cette semaine la levée des sanctions, notamment de l'Union européenne, qui asphyxie ce pays pauvre. On peut constater que ces élections se sont déroulées dans le calme, dans la convivialité et dans le fair play. Nous avons sans cesse invité la communauté internationale à lever les sanctions et à se joindre à la CEDEAO pour accompagner le pays. À noter la bonne performance de Paulo Gomes. Cet ancien haut fonctionnaire de la Banque mondiale débutait en politique et a réussi à frôler les 10%. Dimanche, les Bissau-Guinéens votaient aussi pour les législatives. Là encore, le PAIGC a frappé fort et remporte la majorité absolue au premier tour. Le taux de participation a atteint le chiffre record de 80%. Les électeurs ont exprimé leur volonté de changement. Ce pays, abonné au coup d'État militaire, le dernier remonte à 2012, est aussi devenu depuis quelques années une plaque tournante du trafic de cocaïne. Les étudiantes kidnappées dans le nord-est du Nigeria en début de semaine sont toujours aux mains de leurs ravisseurs. Dernière information, après des déclarations contradictoires ces derniers jours, les autorités de l'État de Borno, où le rapt a eu lieu, ont démenti des propos de l'armée selon lesquels la majorité des filles étaient en sécurité. Seules 14 des 129 étudiantes ont pu échapper aux assaillants. Certains des parents d'élèves ont d'ailleurs lancé leurs propres recherches en brousse. Avant de refermer ce journal, on va s'attarder sur les films en compétition au prochain festival de Cannes. Le premier long-métrage du réalisateur franco-ivoirien Philippe Lacôte a été sélectionné. Il s'appelle Run. Il raconte 10 ans de crise en Côte d'Ivoire à travers l'histoire d'un adolescent. Et puis en compétition officielle pour la Palme d'Or, Timbuktu, le chant des oiseaux, un film d'Abderrahmane Sissako. Il retrace l'occupation de la ville du Nord Mali par les djihadistes, des événements que nous avions bien sûr suivis sur France 24. Un journaliste a assisté au tournage, il en a même fait un documentaire, il s'appelle Arnaud Contreras, il est bien sûr avec nous en plateau. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Vous connaissez extrêmement bien la région et vous estimez que des projets de cette nature, de cet ordre, peuvent être bénéfiques pour la région. C'est important aujourd'hui qu'il n'y ait pas que les mauvaises nouvelles de la région. Il y a plein de jeunes qui se démènent pour monter au Niger, par exemple, le Grand Marathon du Ténéré, au nord du Mali, à Bourem, un festival Tamasongoy qui réunit à la fois les communautés Tamashek, Touareg donc, et Songoy. Il y a plein de belles initiatives au Sahel dont on ne parle pas. Non pas, il ne faut pas non plus tomber dans l'angélisme en parlant du Sahel, mais il y a énormément de belles personnes, de beaux projets au Sahel dont on peut parler. Le film d'Abderrahmane Sissako est un de ces beaux projets qu'il m'a maintenu cher de l'accompagner, d'accompagner aussi les figurants, les comédiens qui étaient là-bas, l'envie aussi de
témoigner, de rapporter leur parole, qui est une parole différente de ce qu'on peut entendre dans la sphère journalistique. Quand on est sur un tournage de film, quand on est dans un campement, on entend une parole sahélienne, saharienne qui est complètement différente, une parole qui n'est pas forcément sur les mêmes insécurités, sur les mêmes problèmes. Et un tournage de film, c'est quelque chose à la fois de merveilleux, quelque chose d'une grande machine, comme le dit Abderrahmane Sissako. Il est le mieux placé pour parler du film. Je suis là plutôt pour parler des figurants et des comédiens de ce film. Justement, parlons-en des comédiens et des figurants. Beaucoup d'entre eux sont des réfugiés. Ils sont originaires de Tombouctou. Ils ont vécu l'occupation djihadiste. Comment ont-ils ressenti le tournage de ce film? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Alors, l'idée de ce Sur les Docs France Culture était vraiment d'interviewer ces réfugiés dans ce projet. À savoir, au départ, je me disais, qu'est-ce qu'ils vont penser de ce projet? Progressivement, en 2-3 jours, ils ne m'ont absolument plus parlé du projet, ils me parlaient de leur vie et surtout, ils me posaient énormément de questions. Pourquoi est-ce que la France met en rouge le Sahel? Pourquoi est-ce qu'on a une vision du Sahel qui est si malheureuse alors que nous sommes sur d'autres dynamiques? Qu'est-ce que ce film va nous apporter? Ils étaient vraiment dans cette discussion, ils étaient aussi dans une volonté de témoigner de ce qu'ils appellent la vraie histoire de l'occupation de Tombouctou. Donc participer à ce film, mais aussi participer à notre documentaire que j'ai réalisé avec Jean-Philippe Navarre, qui est un documentaire où on laisse une parole plus simple, où on laisse beaucoup de temps au récit de l'occupation de Tombouctou, où certains me disaient des paroles parfois choquantes, à savoir, oui, l'occupation de Tombouctou, ce n'était jamais que la 3e occupation, après l'occupation coloniale française, l'occupation, certains me disaient l'occupation malienne, ce qui peut choquer aussi, et l'occupation par les djihadistes. D'accord. Ils étaient dans une parole complètement différente. Arnaud Contreras, merci beaucoup. On pourra retrouver votre documentaire donc sur France Culture et puis sur votre site web, on le trouve facilement en cherchant votre nom sur Internet. Merci beaucoup d'être intervenu dans le Journal de l'Afrique sur France 24. Tout de suite, vous retrouvez Aude Le Christ pour la suite de Paris Direct.